On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, David B. Ricard nous présente son tout nouveau film. Louis-Félix Valiquette nous fait découvrir la ferme Berthe Rousseau et Isabelle Gagnon nous guide sur le chemin des croix de chemin. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, en compagnie du filmogénique James Langlois. Bonjour James. Bonjour Antoine, ben oui, je suis le grand acteur du film de ma vie. J'aurais aimé ça pour vrai, peut-être jouer dans un film. Message est lancé. Tiens, un film d'action du genre de James Bond. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, autour de la table, il y a un réalisateur professionnel. Peut-être qu'il pourrait t'embaucher un jour. Je sais pas. Salut David. Bonjour. Bonjour Antoine. Bienvenue à l'émission parce que tu étais venu il y a un bail quand même. Oui, ça devait être en 2016 en fait. Laisse-moi te corriger, je pense en 2017. 2017, ok, ouais. C'était la fin de notre toute première saison. Je me souviens, c'était l'été, mai-juin, quelque chose comme ça. On avait tellement aimé ça, t'avoir à l'émission, qu'on a décidé de te réinviter, mais ça a pris un petit... On l'avait reçu lors du lancement de son film Surfer sur la grâce. Ouais, exactement. À chaque fois que tu lances un film, on t'invite. Oui. On fait ça? OK, parfait. Minimum. S'il vous plaît. C'est cool. Merci d'être là. On va avoir une entrevue avec toi en premier segment. On reçoit aussi un autre invité à l'émission cette semaine, Louis-Félix. Bonjour. Bonjour, bonjour. Tu viens nous parler d'une œuvre qui te tient à cœur. Absolument, le Centre Berthe Rousseau, ou la ferme Berthe Rousseau, comme tu l'as nommé. Donc, un organisme de bienfaisance en ressources alternatives, en fait, en santé mentale, qui est aussi une ferme communautaire. On aura la chance de s'en reparler. Yes! Louis-Félix, qui est un auditeur dont n'est pas du monde, j'ai déjà salué à l'émission. Merci d'être là. Oui, je me rappelle, absolument. Merci. C'est cool. Et on reçoit aussi Isabelle, notre chroniqueuse presque en résidence à On n'est pas du monde. Salut Isabelle. Salut Antoine. Chronique de l'insolite aujourd'hui. Chronique de l'insolite, de l'absurde. De la dernière heure. De la dernière heure, quelque chose qui est... La plus brûlante actualité. Hein? Absolument. Les croix de chemin, là, on en parle là, juste ce matin à Radio-Canada, j'entendais ça. Oui, je vais juste vous parler un peu des croix de chemin, cet élément de notre culture, de notre paysage, de notre foi. Hein? Qu'est-ce que c'est? Puis pourquoi c'est là? Et j'ai entendu hors d'onde tout à l'heure qu'il allait avoir des anecdotes. Alors, restez à l'écoute jusqu'à la fin de l'émission. Il va y avoir des anecdotes. Il y a des gens qui ont vécu des choses par rapport aux croix de chemin autour de la table. Alors, des miracles sur la route. Oh, peut-être même. Ah, wow. Yes. Alors, tout ça en fin d'émission. Des gens à saluer, James, aujourd'hui? Ou... Oui, ma mère, ma grand-mère. Non, mais ma fille, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, Rachel. C'est vrai. Bonne fête, Rachel. En juin 2017, lors du dernier épisode de notre première saison d'On n'est pas du monde, on avait reçu le cinéaste David B. Ricard alors qu'il projetait sur les écrans son tout premier long-métrage, Surfer sur la grâce. 5 ans plus tard, grâce à notre journaliste Sarah-Christine Bourriane, il est à la une de notre magazine de novembre à l'occasion de la sortie de son prochaine de son nouveau film, David contre Goliath. Salut David. Allô. Goliath n'est pas venu avec toi aujourd'hui, non? Je sais pas si c'est lequel des deux qui est venu, en fait, là, on verra. Ah, mais tu l'as pas tué? Tu l'as pas tué? Je pense que le Goliath intérieur est quelque chose qui, peut-être, mettons, c'est difficile de le transcender, mettons. Là. Il ressurgit de temps en temps. Il peut ressurgir. L'anxiété revient, toujours prend d'autres formes. Mais à quelque part, ouais, c'est ça. Fait que bref, il est peut-être là. Il est peut-être là, puis on ne sait pas où on va le découvrir. Alors, ce qu'on va découvrir aussi dans les prochains instants, c'est la bande-annonce de ton film David contre Goliath, si tu permets. On va écouter ça tout de suite et on se revient après. Voici les disques durs dans lesquels il y a les 3 films non terminés. 3 courts-métrages, des fictions qui sont restés figés à l'étape du montage.
La nuit, les images émergent d'une eau noire et trouble. Quand je tente de les regarder en face, je vois un mur gigantesque. Si ces fantômes-là, il y a peut-être une raison pour. Fait que si je suis encore capable de faire quelque chose, intervenons. J'interviens. Est-ce que je suis capable de faire des films dans le fond? T'sais? Est-ce que je suis capable de faire ce que je pensais que je voulais faire dans la vie? Je trouvais ça drôle l'idée qu'on fasse un exercice de style. Puis c'est pas ce que ça a donné. Pour moi, chaque tournage est une thérapie. Là, où est-ce que tu t'apprends quelque chose par rapport à la gang, tu t'apprends des choses par rapport à toi. On est tellement dans le résultat, puis dans la finalité des choses, puis dans... La ligne du CV. La ligne du CV. Le cinéma, c'est d'abord humain. C'est ça l'œuvre d'art, dans le fond. Ouais. David Béricard qui est avec nous. On vient d'entendre la trame sonore. Ouais, c'est la bande-annonce de... C'est une trame sonore aussi, la bande-annonce de ton tout nouveau film, David contre Goliath. Raconte-nous rapidement là, de quoi il s'agit dans ce film-là. Oui, dans le fond, au départ, quand j'ai fini mon premier film, Surfer, je me suis ramassé avec le questionnement de qu'est-ce que je voulais faire ensuite. Puis, c'est une bonne question. Ouais. Oui, c'est ça. Puis là, c'est comme si je venais d'accomplir une première chose, c'est-à-dire faire un long métrage, faire un film qui avait un peu de diffusion, où je pouvais en parler publiquement. Puis, il y avait quelque chose qui me revenait là, constamment. Là, je me réveillais la nuit, j'avais comme des sueurs froides, parce qu'il y avait 3 courts-métrages de fiction que j'avais pas terminé, que j'ai laissé tomber. Quand je suis parti de Montréal pour m'en venir à Québec, je les ai un peu laissés aller parce que chacun avait des problèmes qui faisaient en sorte que je n'étais plus capable de les terminer. Puis là, ça me réveillait, j'avais la conscience envers les collaborateurs qui ont pas eu de nouvelles. Parce qu'il faut le dire, là, des petits films comme ça, c'est fait bénévolement. Tout le monde met du sien. On appelle les amis, des cousins, je sais pas trop. Puis c'est des heures qui sont données pour pas de résultats. Ben oui, c'est ça. Puis en fait, on sort de l'école, chacun de l'école où on sort. Puis à quelque part, ce qu'on veut, c'est se faire des cartes de visite, c'est travailler un petit peu, rencontrer des gens. Monter un CV, comme on l'entendait. Monter un CV, c'est ça. Puis se faire aussi des contacts, beaucoup avec les autres. Fait qu'à quelque part, ces petits films-là qui sont pas financés au départ, parce qu'on peut pas aller chercher du financement si on n'est pas, déjà... On n'a pas fait de film. C'est ça. Fait que donc, ces films-là servent un petit peu d'expérimentation. Ouais. Puis c'est ça, c'est que moi, je me suis retrouvé à faire des films dans un climat qui était peut-être pas le mien, à faire des films d'une manière qui était pas la mienne. Puis c'est un petit peu ça que je découvre dans le film, là, de c'est quoi, en fait, pourquoi j'ai arrêté de les faire, pourquoi est-ce que j'ai pas eu la force de les mener jusqu'à terme. Puis après ça, qu'est-ce que je fais avec ces choses-là qui sont inachevées? D'ailleurs, quand on regarde la bande-annonce ou bien le film, là, on voit justement des images de ces premiers films-là. Puis c'est comme, on voit au fond que tu étais dans un genre ou dans une forme qui est pas la tienne, en tout cas de ce qu'on connaît avec Surfer sur la glace, puis en l'occurrence David contre Goliath, c'est vraiment autre chose. Alors, on part, par exemple, de la fiction, pour employer des termes là, que tout le monde va comprendre, on part des petits films de fiction à des documentaires, carrément. C'est un grand changement, quand même, non? Ben oui, c'est ça. C'est sûr que pour moi, le documentaire reste... pour moi, c'est pas deux... c'est pas deux choses qui sont complètement séparées, la fiction et le documentaire. Là. C'est-à-dire que ça reste que je raconte un récit. Ouais. Sauf que, dans le fond, j'avais besoin de raconter un récit avec de l'improvisation. J'avais besoin de raconter un récit où je savais pas qu'est-ce que je voulais raconter puis que je le découvrais en le faisant. C'était pas tout scripté, là, avec scénarisé. Exactement, c'est ça. Puis pour moi, je me suis rendu compte que cette improvisation-là, j'en ai besoin. Je me suis rendu compte en faisant du théâtre aussi, puis en faisant des spectacles qui sont plus performatifs, que j'avais besoin de ne pas savoir des fois qu'est-ce qui allait arriver, puis de me mettre dans le show, puis d'essayer de voir qu'est-ce qui arrive. Puis d'ailleurs, la première étape de ce film-là, ça a été de prendre les images des courts-métrages qui étaient non terminés, puis de les amener avec deux
musiciens, improvisateurs, Éric Dorion puis Andrew Baudouin, puis où j'essayais de remixer ces images-là avec leurs impros. Puis on s'est fait une semaine comme ça qui a créé toute la trame sonore du film. C'est la première étape, tu sais. Ah ouais, t'as commencé avec ça. Ouais. Le film s'appelle David contre Goliath. David, c'est ton prénom. Goliath, on riait avec ça au début. On a tous un petit Goliath intérieur, peut-être. Pourquoi t'as choisi ce récit biblique-là? Puis comment tu l'utilises dans ton film? Oui. Ben, j'avoue que, tu sais... comment dire, quand j'ai grandi, quand j'étais petit, puis que je grandissais, puis que j'avais tout le temps ce récit-là qui revenait une fois de temps en temps, puis on disait, c'est David contre Goliath. Puis, tu sais, parce que ça a pris beaucoup de sens là, dans la société. Là, mettons, on va penser à quelqu'un qui va se ramasser devant des grandes compagnies, là, puis qui va essayer d'aller défendre une cause. Là, un agriculteur qui se bat contre Monsanto, par exemple. Genre, c'est ça, exactement. Parce qu'on pourrait même dire tous les organismes communautaires qui essaient de survivre. Ouais, c'est vrai. Les grandes multinationales. C'est vrai. Ça. Fait que, tu sais, je me suis souvent senti interpellé juste parce que c'était mon prénom. Là, puis donc, juste, mettons, à ce niveau-là. Fait qu'après ça, c'est comme si Goliath, je me suis mis à me rendre compte qu'il pouvait prendre plusieurs formes selon différents points de vue ou différentes situations. Puis justement, où est-ce que finalement, c'est peut-être quelque chose de plus universel que de l'associer à le petit et le grand. Dans le fond, si on a peur de quelque chose, en quelque part, ben on a peur de ne pas être assez fort pour quelque chose. Ça fait que, c'est comme si, à ce moment-là, ça devient une métaphore directe de ce qu'on a tous en dedans. Louis-Félix? Oui, j'ai pas eu la chance de voir ton film, pas encore. Mais j'écoutais la bande-annonce, bande sonore. Oui. Puis, je n'étais pas capable de m'empêcher d'avoir l'impression qu'il y a quelque chose d'autobiographique dans ce que tu as produit. Oui. Peux-tu, David contre Goliath, tu parles vraiment de toi. On entend que c'est des choses que tu n'as peut-être pas encore menées à terme, puis là, tu nous présentes ça. Fait que c'est une façon de parler de toi dans ce film-là? Bien, ça, disons, avec le documentaire, moi, j'ai décidé de faire une démarche qui était introspective, donc qui était axée... pardon, j'accroche le micro en disant ça. Mais, tu sais, qui est axée sur ce que je vais détecter en dedans de moi, tu sais. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est comme si j'ai comme décidé d'assumer que j'allais faire des films qui parlent de moi, mais après ça, c'est comme c'est toute la question de comment on le fait, puis moi j'ai décidé de le faire à partir d'un journal que je tiens, puis que j'ai tenu pendant 6 ans, puis c'est pas juste le journal qu'on a, puis à la limite même, il y a pas mal moins de journal que ce que j'ai filmé, là. Mais sauf que ce journal-là me servait comme d'une manière de pouvoir analyser, de pouvoir comprendre qu'est-ce qui arrivait au fur et à mesure, puis de pouvoir après ça le scénariser, si on veut, en montage, là, t'sais. Fait que dans le fond, oui, ça parle de moi, puis oui, tu sais, je pars de moi pour essayer de raconter quelque chose, mais après ça, c'est comment rester pas dans le narcissisme, là, rester dans l'humilité. Ouais, c'est même un point, je dirais, tournant, là. J'ai noté à 1 heure pile du film, il y a une correspondance qui est évoquée, là. Peut-être pour mettre en contexte un peu, dans le film, tu vas à la rencontre de tous ces collaborateurs-là que tu as laissés derrière, à qui tu n'as pas parlé depuis très longtemps. Tu as des remords. En tout cas, c'est ce qu'on perçoit. C'est ce qui t'empêche de dormir la nuit des fois. Alors, tu vas à leur rencontre. Il y en a qui ont accepté de te rencontrer. Ça fait des super beaux entretiens. Il y en a qui ont refusé. Et là, tu exposes leurs réponses. Pourquoi ils ou elles ont refusé de te rencontrer. Et je dirais que ça, c'est une clé dans le film. En tout cas, je l'ai perçu comme ça parce que on passe d'un film qui pourrait être narcissique à un film, comme tu dis, d'introspection où tu te montres très vulnérable, finalement. T'es pas en train de te monter en héros là, du tout. C'est même l'inverse, pratiquement. Pourquoi tu as accepté de montrer cet échange-là particulièrement? Tu sais auquel je fais référence, tout à fait. La citation de Renoir qui est cinglante. Là. Oui, tout à fait. Ben, c'est ça. Lui vient attaquer directement ma démarche artistique. C'est pas rien, pas juste ton film, toute ta façon d'être un artiste. Tout à fait, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai vraiment enlevé beaucoup d'extraits de son attaque là, qui étaient vraiment plus précises. Mais justement, tu sais, je pense que dans ces autocritiques-là, il y a... Puis en fait, je pense que dans le fait que... Comment dire? Qu'il y a un paradoxe, tu sais, que sa critique
est justifiée, est justifiable, est vraie. Mais je pense aussi que ma démarche est justifiée, justifiable et vraie. Donc, à partir de ce moment-là, comment est-ce qu'on fait pour vivre entre les deux? Comme vivre entre le... dans le fond, oui, ça, c'est un point de vue. Faut que j'accepte que ça existe. Faut que j'accepte que cette personne-là peut-être me déteste. Mais... il faut quand même que j'avance, tu sais. Il faut quand même que je fasse ce que je pense qui est bon, tu sais. Puis donc, à partir de ce moment-là, ben c'est ça, tu sais. Donc, je vais pas le faire d'une manière frontale, trop frontale, parce que, ben ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être nécessairement, tu sais, en affront de ça. Donc, comment est-ce que je peux quand même amener mes idées puis amener cette démarche-là dans un contexte où, en tout cas... Il y avait des tensions, là. C'est ça, des paradoxes, en tout cas. Ça évoque bien. Là. Isabelle? Ben moi, en fait, j'ai vu ta pièce il y a quelques années, Le Kodak de mon arrière-grand-père. Oui. J'avais trouvé ça fascinant. Puis de ce que vous dites, parce que j'ai pas encore vu le film, je vois des ressemblances quand même un peu dans le processus. Moi, j'adore ça, là, la dimension introspective, vraiment méta, finalement. Là, le mettre des choses, des poupées russes un peu. Puis... mais je trouve ça fascinant. Puis par rapport au film en particulier, c'était des films aussi dans cette pièce de théâtre-là qui étaient commentés. Tu présentais des réflexions, mais c'était aussi des membres de ta famille. Puis c'était comme tu n'avais pas de contrôle sur le film lui-même. Est-ce que tu trouves que c'est différent comme expérience de là, c'est un retour sur quelque chose que tu as créé toi-même? Est-ce qu'il y a un petit malaise de plus par rapport à ça, c'est des images qui me concernent ma famille, mais qui ne me concernent pas moi dans mon processus créatif? Bien, c'est vraiment une super bonne question parce que effectivement, est-ce que je peux... Quand j'ai vu ces images-là, je pense que au départ, quand j'y regardais pas, ces images-là, je voulais pas les regarder parce que je les associais vraiment à un moi, à un ego. Là, Tu parles de tes 3 films films pas finis, c'est ça. Mais là, après avoir passé à travers le processus, après les avoir revus beaucoup, après en avoir parlé à beaucoup de monde, on dirait que, oui, OK, je suis capable de dire que c'est moi qui les ai faits, mais c'est un autre moi qui était dans un autre contexte, qui était dans une autre mentalité, là, puis qui essayait de le faire du mieux qu'il pouvait. Mais je sais que je le ferais plus du tout comme ça, puis je m'engagerais pas dans un projet de cette manière-là, avec ce genre de Donc, à quelque part, on dirait que c'est finalement, c'est un petit détachement que je commence à faire, un peu comme je faisais avec les films de mon arrière-grand-père, que je voyais... J'avais des chocs culturels, mais à un moment donné, c'est ça, c'est à force de les revoir, à force de les étudier, de les analyser, on finit par vraiment plus développer une sorte d'empathie, tu sais. Puis là, ben, au lieu de développer de l'empathie pour ma famille, c'était plus... Là, j'essaie de développer de l'empathie pour moi-même. Le temps passe à une vitesse folle. David, j'ai une dernière question pour toi. Tu dis, justement, le temps n'arrange rien. À tout début, en ouverture du film, hein, c'est une phrase assez forte, assez appuyée. Qu'est-ce qui arrange les choses, finalement, David? C'est d'aller confronter ces démons-là, ces Goliaths-là, c'est se mettre à intervenir, comme on vient d'entendre, intervenons. Alors, allons-y, intervenons. Bien, j'aurais tendance à dire oui. Là. J'avoue que ça ne règle pas tout. On n'est pas capable de tout régler dans la vie. Mais j'ai l'impression que les choses qui viennent vraiment nous chercher, les choses qui nous font vraiment peur, je pense que c'est des bonnes clés pour savoir vers où aller, puis quelles actions poser. Là. Ah ouais. Rapidement, Louis-Félix? Oui, moi, je n'ai pas fait mes devoirs là, comme les collègues à la table. Je n'ai ni vu ta pièce et ni écouté ton film. Tu m'excuseras, mais pour me mettre l'eau à la bouche, on est-tu plus comme dans le drame psychologique à la Xavier Dolan, les films de soupe à la Bernard Raymond ou dans les documentaires à la Charles Serre? Les trois en même temps. C'est ça. Mais je dirais oui, c'est carrément ça. C'est un peu les trois en même temps parce que il y a une question de sentiment puis d'essayer d'aller vers là. Il y a une question narrative puis construction. Puis il y a aussi une question de documentaire où on regarde des archives puis qu'on essaie d'analyser quelque chose. Oui, je dirais les trois. Wow, alors il y en a pour tous les goûts. Ça s'appelle David contre Goliath. Où est-ce qu'on peut voir ça, David? Bien, en fait, ça va jouer très prochainement au RIDM à Montréal, donc le 24 novembre et en reprise le 26. Puis ensuite de ça, ben là, on fait un parcours de festival jusqu'à ce qu'il y ait une sortie en salle. On vise pour l'instant le printemps. OK, donc à suivre là, sur les réseaux sociaux, on peut te suivre aussi, voir tout ça. Ça a été produit comment? Par qui? En fait, j'ai eu du financement des deux conseils des arts, là, Canada et Québec. Et il y a Spira là, qui m'aide depuis le début. Là, donc, en fait, j'avais une petite bourse, puis depuis ce temps-là, même, ils sont rendus distributeurs. Donc, voilà.
Ah, génial. David Béricard, on peut aussi lire l'entretien que tu as accordé à notre collègue Sarah-Christine Bourriane dans le plus récent magazine Le Verbe. Ça s'appelle David contre Goliath. David contre Goliath, un film à voir assurément. On va mettre ça en ligne aujourd'hui. Ah oui? Ah oui, bonne idée. Bonne idée. Ah, excellent, James. Merci beaucoup. Et merci, David, d'avoir été là pour nous en parler. Merci. Restez avec nous après la pause musicale. Louis-Félix Valiquette nous fait découvrir la ferme Berthe Rousseau. On s'apprête à lancer une campagne majeure pour ramasser 6 millions de dollars d'ici 2026. Ce qu'on fait depuis des années, c'est qu'on fait le lien. On fait des liens là, entre la foi, la culture, entre l'Église, entre la société. On veut continuer de le faire entre nos bienfaiteurs et les lecteurs. Notre objectif, c'est de rejoindre 1 million de personnes par année d'ici 2026. Avec les fonds recueillis, on a l'intention de maximiser notre déploiement. On veut rayonner encore plus. On produit déjà des contenus de qualité. On veut qu'ils rejoignent encore plus de gens. Actuellement, on rejoint une personne par dollar reçu. Imaginez 6 millions de dollars, suivant la même logique, c'est 6 millions de personnes rejointes sur 5 ans. Aussi, en levant un montant comme celui-là, ça nous permet d'avoir une certaine vision à long terme. Donc, nos projets, on peut les planifier, on peut les organiser dans le temps, on peut mettre les ressources nécessaires pour y arriver. C'est d'avoir un lieu où on peut travailler dans des conditions optimales. Avec des studios. Bon, ici, c'est bien, là, on est à l'aise, tout ça, mais vous voyez pas derrière la caméra, ils sont tout pognés dans un pied carré. Il y a toutes sortes de souffrances dans le monde aujourd'hui, mais une souffrance qui est peut-être oubliée ou dont on prend moins soin, c'est la souffrance spirituelle. Les gens cherchent un sens à leur vie. Évidemment, par les témoignages qu'on diffuse, par les reportages qui montrent des réalités pleines d'espérance, ben là, on vient aider les gens à trouver un sens dans leur quête. Et un média catholique, qu'est-ce que ça peut faire? Ça sert de courroie de transmission pour le message de l'Évangile. Si c'est pour donner sans recevoir, vaut mieux pas se revoir. Si c'est pour donner sans recevoir, vaut mieux pas se revoir. J'ai fait la liste de tout ce que je ne m'avoue pas. Sonder la profondeur du déni. J'ai du boulot pour encore une coupe de mois. Vider le fond du baril. J'ai toujours cru que j'aimais mieux quand ça brosse, pour pas m'endormir. Mais j'ai sommeil, fait que je suis retourné au camp de base avant de mal vieillir. Je regarde des fleurs qui fanent vers le meilleur qui est à venir. Les vautours planent autour de l'attrait du pire. L'amour du drame finit par rendre égoïste, mais je préfère le calme à la descente aux abysses, babe. J'en sors indemne, puis je sais où faut plus que j'aille. Au final, je te remercie pour la ride. L'acharnement demeure la meilleure des drogues, mais là c'est repos forcé jusqu'au prochain épilogue. Hey, si c'est pour donner sans recevoir, vaut mieux pas se revoir. Si c'est pour donner sans recevoir, vaut mieux pas se revoir. Si c'est pour donner sans recevoir, vaut mieux pas se revoir. Si c'est pour donner sans recevoir, ou peut-être mieux pas se revoir. Vous êtes avec Antoine Malenfant, la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre prochain épilogue de Louis Clavis. Pour prendre une pause de nos vies mouvementées, plusieurs options s'offrent à nous. Hein, une visite au théâtre, au spa, peut-être, une sortie au resto. Mais parfois, on a besoin de s'arrêter un peu plus pour faire le bilan, pour prendre un pas de recul, un temps de silence ou de prière. Les monastères sont des oasis formidables pour ce genre de retraite, mais il existe une oasis d'un autre type. Pas loin de Drummondville. Hein, c'est bien ça?
Assez loin de Drummondville. Ah, assez loin de Drummondville. En tout cas, sur une carte, ça va l'air pas trop loin. Où il est possible de prendre un break, la ferme Berthe Rousseau. Pour nous présenter cet organisme, on reçoit le président de son conseil d'administration, Louis-Félix Valiquette. Salut, Louis-Félix. Salut, Antoine. Alors, c'est quoi ça, la ferme Berthe Rousseau? Alors, on est plus proche d'Actonville que de Drummondville. OK. Entre Actonville et Richmond, disons. La ferme Berthe Rousseau, là, moi, ce que je vous propose, c'est un petit plongeon. On va se plonger dans l'histoire. Peut-être pas dans le spot dont tu parlais. Là. Non. On est un peu moins propre, un peu moins en maillot de bain à traire des chèvres à la ferme, c'est sûr. Mais ça l'offre quelque chose de tout aussi intéressant. Donc, on part en 1988. Monsieur Martin Couture et Michel Corbeil, un jésuite, avec Mère et Monde, allaient faire des voyages humanitaires au Nicaragua, au Honduras, entre autres. Puis ont eu une prise de conscience que les gens qui allaient aider dans ces endroits reculés-là, ben, la souffrance de ces personnes-là, on la retrouvait aussi chez nous, au Québec, dans nos propres communautés, et ont eu l'intention de développer un projet afin d'accueillir des gens blessés par la vie, leur offrir un espace communautaire, fraternel, et aussi leur offrir une routine, le tout dans un cadre très paysan. Fait que ça s'est inspiré d'une ferme qui appartient aux Jésuites, toujours encore, la ferme de Guelph, en Ontario. OK. C'est ce qui a mené à la fondation de la ferme Berthe Rousseau à Durham-Sud. Donc, à la ferme, depuis 1988, on accueille des gens on les appelle les gens fragilisés. Donc, c'est des personnes comme vous, comme moi, qui ont eu une passe difficile, qui ont eu peut-être... quoi, par exemple? Comme moi. Non, mais comme quoi comme événement difficile? Là, ben, c'est assez vaste, je te dirais. Du temps où Martin, notre fondateur, était la personne répondante à la ferme et qui accueillait les gens, on était vraiment dans un accueil inconditionnel. Donc, autant une mère qui avait dépression postpartum, un jeune qui faisait beaucoup d'anxiété, quelqu'un qui avait des troubles sociaux, un deuil, maladie mentale, dépendance, la toxicomanie. Donc, tous ces gens-là étaient accueillis à la ferme pour le laps de temps nécessaire. Bon, la ferme a eu plusieurs étapes dans sa courte vie de 30 quelques années. Et maintenant, presque 30 ans. Puis là, on a plus une perspective d'accueil en santé mentale. Donc, on se développe comme étant une ressource alternative en santé mentale. Donc, accueillir des personnes qui ont des problématiques, ou plutôt, je dirais, qui ont des défis à relever au niveau de leur propre santé psychologique. Alors, nous, on leur offre, premièrement, un cadre, parce qu'on est dans un cadre enchanteur, c'est bucolique. C'est magnifique comme endroit, c'est les champs autour, c'est les bâtiments patrimoniaux, c'est les vallons des Appalaches tout près. Alors, on leur offre ce cadre-là. Ensuite, on leur offre une routine dans laquelle s'installer. C'est pas rien, ça. En fait, c'est nouveau, je te dirais, pour la plupart de ceux qu'on appelle nos résidents, parce que c'est des gens qui arrivent d'une situation X, Y, compliquée, qui n'est pas encadré. C'est des gens souvent qui n'ont pas d'objectif quotidien à se donner. On se lève le matin, on se demande quoi faire parce qu'on ne va pas bien. À la ferme, on se lève le matin, on se rencontre tout le monde ensemble, on discute des défis à relever aujourd'hui et on part travailler la terre, on part traire les chèvres, on va aller s'occuper des poules, on va aller mettre... On est dans le concret, là. Dans le concret. Et c'est vraiment cette... C'est pas un centre de thérapie, la ferme Berthe Rousseau. Mais on offre un type de thérapie qui permet une reprise de pouvoir sur soi en mettant les mains dans la terre, mais surtout en côtoyant des gens qui, comme nous, ont des difficultés, des gens qui, parfois, en ont moins, des gens qui en ont tout simplement pas, qui passent en visite. Fait qu'on développe une grande fraternité entre des personnes de tous milieux, de tous horizons. Louis-Félix, je lisais dans l'entretien que tu as accordé à Sarah-Christine. Écoutons, tout le monde parle à Sarah-Christine ici. C'est notre préférée. Toi, as-tu déjà fait une entrevue avec Sarah-Christine? Non, jamais. J'attends son appel. Non, je fais des blagues parce qu'on avait David aussi à l'émission cette semaine. Sarah-Christine, tu as interviewé Louis-Félix dans le numéro de septembre du magazine Le Verbe, puis on voyait comment les gens que vous accueillez, c'est des fois des gens qui ont fait un séjour en centre de psychiatrie, par exemple, et qui se retrouvent en espèce de solitude. Après ça, ils se retrouvent seuls au milieu du monde. Ouais, et là, ça permet comme une transition, souvent. De là, le terme ressources alternatives. Ouais. Donc, il y a un regroupement qui existe, qui est officialisé, le regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec, dans lequel on est en train tranquillement de s'insérer. Donc, comme tu le dis, effectivement, il y a des gens, beaucoup de personnes, là, c'est incroyable quand on se rend compte de cette réalité qui est présente partout, qui vont passer par une période très difficile,
à cause d'une problématique de santé mentale, laquelle peut amener à de la dépendance, laquelle peut amener à de la solitude, à de la dépression, à toutes sortes de complexités autres dues à une problématique interne de santé mentale. Ces gens-là vont recevoir, s'ils le demandent, s'ils ont la chance d'avoir des services, parce qu'on le sait tous à quel point c'est long, consulter un psychologue ici au Québec maintenant. Mais une fois qu'une personne va avoir vécu un temps à l'interne, donc qui va avoir soit été hospitalisée ou qui va avoir été, comme tu disais, là, dans un centre avec un suivi thérapeutique, ces gens-là se retrouvent malheureusement, très souvent à la rue ou retournent dans leur appartement et ne savent pas quoi faire de leur vie, n'ont pas les outils nécessaires. Fait que ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a un trou dans le système. Il y a un trou. Si tu as vraiment besoin d'aide d'urgence, on est prêt, on va t'aider. Mais une fois que tu as eu le minimum de services puis tu commences à être prêt à te gérer par toi-même, ben bonne chance. Fait que c'est un peu ça que la ferme vient combler. Isabelle? Ben oui, c'est ça. C'est comme s'il manque une transition dans la vraie vie. Parce que, mettons, la thérapie, c'est un aparté. Si on sort de la vraie vie, si on peut dire, du quotidien des gens pour aller dans une thérapie intensive qui sert à cibler un problème spécifique. Mais la transition n'est pas toujours facile. Puis justement, le travail concret comme ça peut vraiment amener à sortir de sa tête, si on peut dire, sortir puis rentrer dans le corps puis faire bouger le corps d'une façon qui a du sens, qui n'est pas juste du sport. Vas-y, va faire 30 minutes de sport par jour. Là, c'est orienté vers la terre, quelque chose qui fait sens pour tout le monde. En tout cas, généralement, ça va un peu de soi. Tu utilises le terme « donner du sens ». Puis je pense que c'est beaucoup ça que... moi, j'ai été un bénéficiaire de la ferme. J'ai été résident à 18 ans. J'avais une passe très difficile. Puis j'ai eu la chance de découvrir cette ressource-là. Puis j'y ai vécu 4 mois. Puis c'est exactement ça que j'ai découvert, le sens. On vit dans une société rapide, on court, on bouge, c'est la compétition, c'est la rentabilité, c'est l'efficacité. Puis à un moment donné, comme tu le dis, là, on s'essouffle. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Puis tantôt, Antoine, il me disait, des fois, on peut sortir d'un centre de thérapie, puis où on va, il y a la ferme, mais on peut le voir dans l'autre sens aussi. Avant de se ramasser dans une problématique aussi intense qui nous exige une hospitalisation, la ferme ou d'autres ressources comme la mienne, là, on n'est pas la seule. Il y a la petite ferme de l'Auberge aussi, là, qui n'est pas très loin de chez nous, qui accueille uniquement des hommes, eux. Nous, c'est mixte. Ces gens-là, ils viennent faire quelque chose de concret, de très simple. C'est simple, mais c'est beau. Puis les gens, ils vont planter une graine, puis ils vont la voir germer, ils vont la voir pousser, puis s'ils ont la chance, ils vont récolter le légume que ça va avoir produit. Ce légume-là, c'est pas tout. Ils vont le récolter, ils vont le cuisiner, puis ils vont pouvoir le servir à manger aux gens avec qui ils vivent. Fait qu'on découvre vraiment un sens dans la pratique quotidienne de choses simples. James? Moi, j'avais une question, parce que quand je disais le reportage de Sarah, justement... Comment vous vivez ça, le fait que ce soit mixte? C'est-à-dire, c'est quand même un défi de vivre sur un certain temps, de mettre des hommes, des femmes qui arrivent de tous horizons. Puis comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des amours qui se créent? Est-ce que ça doit des fois amener des difficultés? D'abord, pour répondre à ça, je dirais qu'un grand avantage qu'on a, c'est qu'on a un grand terrain. On a 40 acres, il y a de la place pour tout le monde. La maison est très grande, il y a 12 chambres, c'est très grand, il y a de la place. Mais je crois que principalement, c'est que les gens qui demandent d'être hébergés à la ferme Berthe-Rousseau, c'est des gens qui viennent pour une raison. Ils ont besoin de temps pour eux, pour prendre soin d'eux, pour être suivis, parce qu'on a des intervenantes spécialisées qui font un suivi pour ces gens-là. Ils ne vont pas là pour se matcher. Ils ne sont pas là dans le but de se matcher. Pas occupation double à la ferme. Non, puis on ne vit pas les mêmes problèmes d'intimidation non plus. Dieu merci. Mais on a quand même des politiques internes que on n'accepterait pas, par exemple, d'héberger quelqu'un qui tomberait en amour avec un autre résident, puis que ces gens-là développent une relation. C'est un centre de bien-être, la ferme Berthe-Rousseau. C'est pas un site de pas réseau contact. Voilà. OK. Je vois, David, vas-y, je suis curieux de t'entendre parce qu'il y a des enjeux que tu soulèves même dans ton plus récent film, entre autres sur la performance, la santé mentale, tout ça. Mais c'est ça. On dirait que en fait, Isabelle parlait de transition, que c'est une transition, mais moi, je me pose la question, la transition entre partir de ce centre-là et retourner vers la vie réelle. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des outils qui se développent là-bas? Est-ce que tu fais un jardin chez vous? Oui. Parce que c'est ça, je veux dire, mettons qu'on s'est mis la main à la terre puis qu'on a vraiment... Mais après ça, on retourne dans notre appartement où est-ce qu'il s'est passé tout ça? En fait, chaque résident va partir avec un panier de légumes, une chèvre, un cochon. Je te prenais vraiment au sérieux pendant des secondes. Comme je disais tout à l'heure, les personnes qui sont sur place, donc les employés, c'est des éducatrices qui sont là pour offrir un suivi
au résident ou à la résidente. Fait que le résident, la résidente, pendant tout son séjour, donc elle a un plan de séjour avec des objectifs de développement, des objectifs de prise de pouvoir sur son comportement, sur sa santé mentale, sur son type de vie. Donc, au départ de la ferme, il va y avoir une évaluation avec l'intervenante. Est-ce que tu te sens prêt à partir? Qu'est-ce que tu as développé depuis ton arrivée ici? Quelle est la différence entre il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 8 mois quand tu es arrivé et voici le parcours qu'on a fait ensemble? Qu'est-ce que tu sens de différent aujourd'hui? Puis c'est à la personne de décider. Nous, on ne met pas quelqu'un dehors simplement parce qu'on considère qu'elle est prête. Là. Voilà. Fait que c'est à la personne de se dire, moi, je me sens prêt à partir. J'en parle avec mon intervenante, mais on n'a aucun pouvoir de retenir la personne. Il n'y a personne qui vient à la ferme si elle ne veut pas. Les résidents sont 100% volontaires d'être sur place. Donc, la sortie se fait quand la personne se sent outillée pour retourner, comme tu disais, David, dans son milieu de vie habituel. Exactement. C'est ça. On va les aider à se trouver un logement si nécessaire. Voilà, James? J'ai une autre question à 2 scènes. Peut-être que c'est mentionné dans le reportage, je ne me rappelle pas, mais pourquoi Berthe Rousseau, c'est qui? Ah, Berthe Rousseau, petite surprise, elle n'a jamais connu la ferme. Donc, je vous ai parlé de Michel Corbeil plus tôt, qui est un jésuite. Michel Corbeil, lorsqu'avec Martin Couture, ils ont eu le projet de développer ce projet-là, puis de créer la ferme, ils cherchaient d'abord un terrain. Et c'est la tante de Michel Corbeil, Mme Berthe Rousseau, qui a fait un legs à son filleul, donc à Michel, afin de pouvoir acheter une terre et de développer ce projet-là. Et c'est en l'honneur de Berthe qu'on a nommé la ferme en son nom. Wow! Louis-Félix Valiquet, tu nous parles de la ferme Berthe Rousseau, où tu es président du CA. C'est quoi l'avenir pour cet organisme-là? Comment on le sait, il y a des besoins criants. Je sais que ça vit des dons, par exemple. Ça doit être quand même une certaine précarité. Comment vous vivez ça? On a parlé de transition tantôt, on a parlé de David contre Goliath. Moi, je vous dirais que la ferme est un tout petit David. Tout petit David. Donc, la ferme va vivre de grosses transitions. On a toujours été, du moins même moi, lorsque j'ai été résident, c'était un mode très vocationnel, la ferme. Donc, il y avait une personne sur place, à l'époque, Martin, le fondateur, qui vivait sur place avec sa famille, sa femme, ses enfants. Pas de milieu très intime pour eux. Ils fréquentaient, puis là, comme je vous disais, c'était plus open hall, accueil très inconditionnel. Fait qu'autant des sans-abri, des toxicomanes, des personnes avec des problèmes plus sévères. Fait que c'était très épuisant pour cette famille-là. Donc, eux sont restés là plus de 20 ans. C'est une autre famille ensuite qui a pris le relais, mais qui s'est épuisée très vite. Donc, le conseil d'administration, à l'époque, je n'étais pas encore arrivé, a eu une grosse réflexion. Et puis, à la sortie d'un lac à l'épaule, ils ont décidé à cette époque-là de mettre sur pied une structure plus professionnelle, plus organisée, parce qu'on voulait éviter l'épuisement des employés. Avec des intervenants salariés. Voilà. Fait que la transition actuelle que vit la ferme Berthe Rousseau va définir l'avenir à très court terme de notre organisme. Parce que, comme tu le dis, Antoine, c'est la première fois qu'on a des employés, qu'on essaye de payer de façon raisonnable. Et c'est aussi la première fois qu'on n'a plus quelqu'un qui se donne à 100 000 % pour l'organisme, comme le faisait Martin, comme l'ont fait Marie-Ève, donc l'autre qui a pris la ferme par la suite après Martin. Fait qu'on se rend compte que présentement, on doit se questionner. Est-ce que notre modèle est viable? La question se pose. Tantôt, tu parlais qu'on fonctionne avec des dons. On fonctionne uniquement grâce aux dons. Donc, la ferme n'a pas... On est en processus de reconnaissance afin d'obtenir le programme de soutien aux organismes communautaires, le PSOC, entre autres. Mais à court terme, malheureusement, depuis la pandémie, nos dons ont tellement chuté, j'oserais dire quasiment qu'ils ont arrêté. Alors, on n'a plus les fonds nécessaires pour assurer le suivi, pour assurer, en fait, l'accueil. Fait que présentement, on est dans une situation où on réfléchit, où on se dit quel modèle peut convenir afin d'avoir un service de qualité, puis un service qui permet vraiment de continuer notre mission, qui est de permettre à des gens de reprendre du pouvoir sur leur vie dans un milieu communautaire et dans un milieu fermier. Parce que pour nous, c'est important. On est un milieu très paysan, puis on souhaite le rester. Puis les intervenants, ils quittent, j'imagine, à 4-5 heures. Ils ne passent pas 24 toute la nuit. Là. C'est ça. Effectivement, c'est la nouvelle transition qu'on vit où on se rendait compte qu'autrefois, les employés, donc la famille responsable, vivaient sur place. Ça l'épuisait entièrement. Fait que là, les intervenantes dorment chez eux. Elles viennent travailler en journée. Il y en a toujours une qui reste de soir, donc qui échange des chiffres de soir. Et il y a une présence sur place pendant les nuitées, pendant les fins de semaine aussi, par des personnes volontaires qui sont subventionnées par un programme. OK. Donc,
si on veut contribuer là, à cette œuvre-là, comment on fait, Louis-Philippe? Absolument. Appel à l'engagement, bien sûr. Nous, on a un site web, par exemple? Oui, on a un site web qui est tout rikiki, qui est hébergé par l'organisme Mère et Monde, qui est un de nos organismes partenaires. On est en train de produire notre prochain site web. Fait qu'on peut aller, là, on tape Ferme Berthe Rousseau sur les internets et ça se trouve facilement. Sinon, la façon la plus facile là, d'entrer en contact avec nous, c'est Facebook. On nous chatte sur Messenger. On est assez réactifs de cette façon-là aussi. Fait que c'est sûr qu'effectivement, nous, on est dans un très grand besoin financier, mais on a aussi un très grand besoin au niveau de la gestion organisationnelle. Parce que depuis la nouvelle transition qui se vit, le conseil d'administration actuel se rend compte qu'on a besoin de compétences beaucoup plus compétentes, je dirais, des compétences compétentes pour gérer l'organisme. Fait qu'on est à la recherche, entre autres, d'administrateurs, de bénévoles terrain, de bénévoles en philanthropie, parce qu'on a confiance, on croit que l'organisme a une raison d'être. À tous les jours, là, à la ferme, il y a des vies qui sont changées. Ben ouais, c'est clair. Fait qu'on ne veut pas arrêter ça. Louis-Félix Valiquette, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On peut lire le reportage que notre collègue Sarah-Christine a fait dans le numéro de septembre du magazine Le Verbe. C'est aussi en ligne sur leverbe.com. Merci Louis-Félix. Merci Antoine. Alors, je rappelle que t'es président du conseil d'administration de la ferme Berthe Rousseau. Et on fait une petite pause musicale et tout de suite après, Isabelle nous fait une visite guidée des croix de chemin au Québec. Un peu moins lourd. Il y a des phrases qui se bousculent dans ma tête. Si tu les voyais, je sais pas ce que ça me ferait. Mais il y a des jours je tombe un peu plus haut. Il y a des jours où être en vie, je sais, ça fait mal. Mais il y a des jours où je tombe encore plus haut. C'est que je sais que je vais tomber. C'est toujours Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. C'était la pièce Ma chanson Natashquan d'Étienne Copé. C'est pas rare de nos jours d'apercevoir en bordure des routes du Québec des croix de chemin, véritables reliques d'un passé qui semble révolu. Elles ont piqué la curiosité de notre chroniqueuse Isabelle Gagnon. Salut Isabelle. Salut Antoine. Est-ce qu'on sait s'il en reste beaucoup de ces monuments sur le bord de nos routes? Ben, il en reste beaucoup. Il y en a près de 3000 dans des États. Ouais? Oui, quand même. Il y en a vraiment beaucoup. Au Québec seulement? Au Québec seulement. Mais il faut dire qu'il y en a beaucoup qui sont sur des terrains privés, qui sont attachés ou proches d'une chapelle, ou qui sont mis dans un contexte. Ils ne sont pas toutes seuls là, sur le bord de la route, nécessairement, comme il y en a plusieurs aussi. Oui, moi, j'étais surprise. En fait, même je regardais ça, puis il y a des villages qui en ont plusieurs par village, même jusqu'à 5 croix de chemin. C'est quand même beaucoup, finalement. Mais ils sont dans des états variables. Ouais, c'est ça. Il y en a qui sont restaurés, il y a des gens qui s'en occupent. Il y a même des comités de citoyens, des fois, là, qui s'organisent autour de ça, mais des fois, sont vraiment délabrés dans un piètre état. Oui, ben on sait... c'est pas une grande nouvelle, mais la foi est pas très forte au Québec. Donc, Scoop, donc, c'est les reliques, donc tout ce qui est église et symboles chrétiens aussi, par un peu de sa force spirituelle, parce que c'était vraiment des objets de foi au départ. C'était pas des décorations. Ce n'était pas des décorations. En fait, j'étais été très intéressée de savoir comment ça a commencé, et ça fait combien de temps que ça a commencé. Dès les explorateurs... c'était utilisé pour marquer le territoire, là, comme c'est un territoire chrétien, c'est un territoire pris par les Français. Jacques Cartier. Jacques Cartier, oui. Gaspé, ouais. Aux grandes dames des nations autochtones. Oui, aux grandes dames des nations autochtones, certainement. Certainement. Puis celles-là sont probablement plus sur place parce qu'elles a été changées de place régulièrement, refaites. Je veux dire, on est chanceux qu'on en trouve une qui a été établie au 20e siècle, là, au début du 20e siècle, par exemple. Ah ouais. Donc, ils sont assez... Moi, je pensais qu'elles étaient plus vieilles que ça, mais finalement, ça se renouvelle. Les communautés y portaient attention.
Mais il y a celle de Jacques Cartier qui est encore sur l'île aux Coudes, hein, je pense, il me semble. Oui, ça se peut, ça. Ça se peut. Oui, là, je l'ai visité il y a quelques années, effectivement. En bois, non? Ben, c'est pas l'original. Ah, OK. Mais rester à son même emplacement. Okay. Oui, c'est ça. L'emplacement, ça peut remonter assez loin. L'emplacement peut avoir... Mais souvent, sont renouvelés. Donc, il y en avait souvent qui étaient établis quand il y avait des nouvelles voies de navigation, des nouvelles routes, des fondations d'un village. Le curé qui voulait dire, bon, il va y avoir une église ici. En attendant, on met une croix. Parce que c'était des lieux qui remplaçaient l'église parfois. Pas juste quand il n'y en avait pas une de construite encore, mais aussi quand... l'église était trop loin. Et la communauté voulait se rassembler pour des neuvaines, pour des prières, des fois la prière du soir, parce qu'on sait que les gens priaient beaucoup plus en communauté aujourd'hui qu'avant. Je veux dire, aller à la messe du dimanche, c'est une chose, mais il y avait beaucoup d'autres choses là, que les gens faisaient dans leur vie de prière. Puis s'ils pouvaient le vivre en communauté, je pense qu'ils le faisaient, parce que comme on sait, ça fortifie quand même hein, quand on prie en groupe plutôt que prier tout seul dans son coin. Est-ce que tu dirais que les croix de chemin, c'était des endroits comme de piété populaire? Oui. Mais je pense que des fois, quand on dit ça, c'est comme péjoratif. Là. Je pense qu'il y a une force beaucoup plus grande parce que pour ces gens-là, faut s'imaginer, on peut pas voyager très loin. Ça, c'est ta communauté, c'est celle dans laquelle tu es ancré. Puis, c'est une fierté culturelle, une fierté de savoir qu'il y a des gens qui passent à côté de ton village, qui passent à côté de ta croix de chemin. Puis ça, c'est un endroit de rassemblement très fort. Là. C'est vraiment... En fait, il y a une belle citation d'un explorateur britannique au 18e siècle, en 1776, et il redit... Il regarde ça de haut un peu, hein? Oui, vraiment, mais c'est vraiment... J'adore ce qu'il écrit. Il a voyagé aux États-Unis puis au Canada, là, un peu partout. Là. Puis là, il dit « Ces croix élevées d'une bonne intention sont une cause continuelle de retard pour les voyageurs. Et ces retards, quand il fait un froid vif, sont réellement insupportables pour des hommes moins dévots que les Canadiens. » Genre lui. Genre lui, là, clairement... Ça ne l'intéressait pas tant que ça. Car quand le conducteur d'une calèche, voiture couverte semblable à nos chasses de poste, arrive près d'une de ces croix, il saute en bas de son cheval, se met à genoux et récite une longue prière, quelle que soit la rigueur de la saison. C'est fou, ça veut dire que maintenant il fait moins 40, là, on s'arrête, on prie devant la croix. Il fait l'office des lots, genre. Oui, quasiment. Non, mais je veux dire, je sais pas, pourquoi pas une dizaine? Dans le sens, je sais pas, c'est quoi long pour lui? Peut-être que long, un rosaire, 150, je veux dire. Oui, c'est ça. Mais même peut-être, je sais pas, un Notre Père, un Je vous salue Marie, un credo. C'était déjà trop long pour notre explorateur britannique, là, Thomas Hanbury. Hanbury, oui. Au 18e siècle, qui trouvait les Canadiens très dévots. Ben, c'est ça, ces croix de chemin-là sont un signe de dévotion, oui, c'est ça, de la piété des gens de l'époque. Oui, absolument. Moi, je trouve ça beau. Puis on le voit de différentes façons. On le voit dans le fait qu'il y en a autant, qu'il y en a encore, que c'est discuté beaucoup dans les livres, dans des témoignages comme ça. Mais c'est sûr qu'il y a une partie de la piété populaire, là, comme tu disais, qui n'est pas visible, qui n'est pas transmissible. C'est quelque chose qui était vécu au quotidien, qui était vécu dans les faits réels. Mais quelque chose d'autre qui, je trouve, témoigne de l'intérêt qu'on portait pour ces croix de chemin et la valeur qu'on leur accordait, c'est les éléments esthétiques. Ils sont pas tous pareils. Ils sont pas tous pareils du tout. C'est vrai qu'il y en a des croix simples en bois, mais il y en a beaucoup qui ont vraiment beaucoup de décorations. Et ils ont des fois même des genres des édicules, mais c'est genre des gazebos en bois, là, mais c'est des édicules, c'est ça le nom. Puis ils sont protégés par les intempéries. Il y a des grandes statues grandeur nature de la Vierge, de Jean, de l'apôtre Jean, tu sais. Moi, mes préférés, c'est quand tu passes là, sur des 116, des 112, les petites routes secondaires, puis que sur un terrain en arrière, t'en as une grande avec des néons bleus, verts, des cœurs orange illuminés. Magnifique. Avec une vierge dans une baignoire. Exact. Comme ça, là, ça, c'est épique. Ouais, non, c'est ça. Il y en a qui sont... Puis c'est intéressant parce que le style change selon les époques, probablement. Comme là, récemment, j'en ai vu une qui avait été restaurée, ce qui est super, déjà en partant qu'elle a été restaurée en 2020. Fait que c'est super récent. Fait que ça montre, comme tu disais tantôt, les communautés qui font ça, oui. Donc voilà, donc on a le avant, qui est en bois, peint en blanc, la figure du Christ. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un calvaire, je pense, quand il y a le Christ sur la croix. Puis, il est peint de façon, mettons, naturaliste, c'est même réaliste, donc que la peau est beige, les cheveux sont bruns. Puis là, on a la version 2020, où est-ce que la croix est juste en bois, laissée en bois, au naturel, puis le Christ est peint tout en argent. Ça fait un style plus moderne, plus épuré. Pas laid. Moi, je trouve ça beau. Qui paye pour ça? C'est le patrimoine? C'est la communauté? C'est un donateur particulier? Probablement toutes ces réponses. Ça dépend. En fait, c'est très dur de prouver que c'est... de les amener au statut de
de patrimoine, là, d'objets patrimoniaux. Classés. Ouais. Parce que il y en a beaucoup qui sont sur des terrains privés. Ils ont presque tous des propriétaires différents. Fait qu'on ne peut pas juste dire, OK, let's go, les 3000 croix, c'est patrimonial, mais comme spécifiquement. Ils sont patrimoniales d'un point de vue général. Mais ouais, c'est ça, c'est plus difficile. Là. James. Moi, j'ai resté à Neuville pendant 10 ans, puis on avait une sur Attends, est-ce que c'est le moment anecdote, là? Ben, si tu veux, ouais. Ah ouais, je veux, certain. J'allais pas là, mais si tu m'y obliges. À fond. C'est ça, je restais à Neuville pendant 10 ans. J'en avais une sur mon terrain. Donc, c'est les anciens propriétaires du lot qui avaient mis cela. Et puis, moi, à 18 ans, j'ai apostasié. Puis, j'étais très anti-chrétien. Puis, à un moment donné, je pars, je regarde la croix, je dis, ça y est, elle débarque de là. Puis là, je pars, je vais chercher une masse. Puis là, je m'en allais mettre la croix à terre. Puis là, mon ami avec qui je restais était sur le balcon. Oui, il me regarde, il dit, qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais mettre la croix à terre. Il dit, t'es malade? Il dit, fais pas ça. Il dit, c'était mis là par les gens. Puis c'est comme. Là, il m'a comme convaincu de pas faire ça. Puis là, finalement, après, quand je suis devenu chrétien, on a renouvelé la croix, on l'a réparée, puis on l'a refaite. Puis maintenant, bon, là, pour toutes sortes de raisons, elle n'est plus là. Mais j'ai enlevé le corpus de la croix, puis maintenant, elle trône sur mon cabanon chez nous, dans ma cour. Ah, c'est donc bien une belle histoire. Je me demandais justement pourquoi les gens les avaient pas plus vandalisés. J'étais comme si la foi a tant disparu, pourquoi les gens, ils sont pas frus contre les croix? Parce qu'il y a un voisin sur le balcon qui a dit « Hey, fais Exactement. pas ça, petit gars! » Non, mais je veux dire, tu vois, ce qui est important dans ton anecdote aussi, c'est la reconnaissance de la communauté. Il dit, il y a des gens qui ont mis cela. C'est-à-dire, on reconnaît, il y a des gens dans notre histoire, dans notre culture, qui ont dit ça, c'est important. Puis pourquoi toi, t'enlèverais ça? C'est ça aussi qui c'est particulier comme objet, c'est que c'est un très grand objet. C'est pas juste une petite croix que tu peux jeter à la poubelle. Là. Genre, c'est vraiment, là, c'est un grand... C'est un Goliath, si on peut rester dans le thème. Non, mais tu sais, c'est plus grand que nous. Souvent, c'est un objet énorme. Puis ça fait que ça ne peut que ressembler à une communauté. Pour un second anecdote, parce que tu parles de la communauté. Dans ma famille, on est très impliqués sur une colonie de vacances là, de très longue date. Vous voyez que je l'ai même tatoué sur moi. Puis, il y a une croix de chemin qui est là, en plein milieu. On est dans une petite cale entre les montagnes, dans le fin fond des Laurentides. On est bien caché. Puis, il y a cette petite croix de chemin-là qui était là depuis... ad vitam aeternam, je crois bien. Et elle s'est beaucoup elle était plus belle. Là. Le bois était fini, la pourriture s'était installée, les champignons aussi. Fait que le camp, qui est un camp laïque, s'était dit, bon, mets ça à terre, puis c'est fini, c'est that's all. Mais notre prêtre fondateur, M. Lavoie, feu M. Lavoie, un sulpicien, parce que c'est un camp fondé par les sulpiciens, était toujours en vie du haut d'à peu près de ses 95-96 ans. Et il a dit, non, on va rassembler du monde, le voisin, un petit ébéniste qui vivait à côté. Puis là, tout le monde s'est remis ensemble. Ils ont reproduit exactement la même croix, faite à la main, toute travaillée. Et on a remonté cette croix-là avec la bénédiction d'un vieux prêtre de 95 ans dans les 3-4 dernières années, juste avant la pandémie. Fait que moi, je me suis dit, wow, hey, une nouvelle croix de chemin. Il y en a combien des nouvelles qui s'installent au Québec? Je sais pas. Mais c'était beau de voir ça, cette communauté qui s'est rassemblée. Vraiment. Vraiment. Moi, en fait, je trouve que c'est intéressant parce que si vous connaissez pas l'histoire de la croix, dans l'Empire romain, je ne m'étendrai pas là-dessus, là, t'inquiète, Antoine, mais le Christ a été cloué là-dessus, cloué là-dessus parce que c'était très commun. C'était pour humilier les malfaisants, qui disaient, selon eux. Par exemple, quand il y avait une révolte d'esclaves, il y en a eu des occasions où ils étaient tous cloués, crucifiés, donc des milliers d'esclaves crucifiés sur le bord de la route. C'était très humiliant. Et pour nous, c'est un signe de grandeur, c'est un signe de la résurrection, c'est un signe de la rédemption. Moi, je trouve ça magnifique de considérer que c'est ça, tu sais, toute l'histoire que ça a traversé comme symbole. Ouais. Puis en plus, ça rassemblait des communautés. J'ai lu aussi que c'était fréquent, en tout cas à partir du milieu du Moyen Âge. Là, on en retrouve encore plusieurs en Angleterre. En France, il y en a pas mal là, qui ont été érigés en pierre et qui sont encore debout, là, des croix de chemin. Donc, c'est pas les Canadiens français qui ont inventé ça, mais qui ont perpétué cette tradition-là. Absolument, puis à notre façon... Avec leur couleur, oui, c'est ça. À notre façon, en bois... avec beaucoup d'humilité. C'était comme c'était un incontournable dans plusieurs contextes quand tu fondais un village. Puis je suis pas sûre que tu en as dans chaque village tout le temps parce que justement, c'était peut-être un gros objet à ériger quand c'était en pierre. Mais là, c'est comme, faut que tu trouves un moyen. Là. Tu trouves le bois, tu montes la croix. Puis souvent, il y a des vraiment belles décorations. Il y en a une en particulier... en fait, il y a aussi des écritures dessus. Il y en a une en particulier dont ma chère amie et votre chère amie Noémie m'a parlé. Qui s'est écrit dessus « Par ce signe, tu vaincras ». Puis là, c'est tellement... Ça interpelle. Épique, ouais, c'est ça. Épique. Puis il y a l'échelle aussi sur cette même croix-là. Il y a l'échelle qui est un des instruments de la Passion. Ce sont souvent représentés là-dessus. Ça fait référence à la Passion du Christ, mais aussi au mode de vie très humble des paysans, des
des gens dans la campagne qui faisaient de l'agriculture. Puis que il y a des instruments d'agriculture qui sont représentés. Ouais. C'est souvent ceux-là qui sont préférés, je dirais. Comme les tenailles aussi, comme les genres de pinces, le marteau, des choses comme ça. Puis ça fait que ça, c'est une très belle croix qui semble avoir été bien entretenue quand même. Là. Puis il y a une petite croix au-dessus, il y a même des fleurs de lys, ça aussi c'est un symbole récurrent. Mais je trouvais ça très évocateur. Par ce signe, tu vaincras. Vraiment, ouais. Des fois, il y a les blasons ou les armoiries là, de la famille où la croix a été érigée. C'est des choses qui arrivent. Ben, évidemment, en Europe, c'est fréquent, mais même ici... moi, j'en ai pas vu beaucoup comme ça. Je pense que sont assez particulières, celles-là. J'ai l'impression qu'elles sont moins personnalisées ici. Peut-être que c'était plus communautaire, je sais pas. J'ai moins vu des exemples de ça, mais c'est sûr que ça existe. Hein. Il y a toutes sortes de choses qu'on pouvait installer là-dessus. Isabelle Gagnon, est-ce qu'il y a un site où c'est répertorié? On parlait de 3000 croix de chemin au Québec. Est-ce qu'il y a, à part sur Google, là, y a-t-il une place où on peut toutes les voir autrement qu'en prenant son bicycle puis en faisant le tour de la 132 puis la 138? Oui, bien ça fait très longtemps en fait qu'ils sont répertoriés, les croix. Dès les années 20, il y avait un journaliste qui s'était mis sur le cas, puis il y a même eu un recueil de textes sur les croix de chemin. Plusieurs écrivains avaient contribué à ça. Il y a eu des études dans les années 70, surtout par l'historien et ethnologue Jean Simard. Donc, il y a beaucoup de photos qui ont été prises par différentes personnes, mais le travail a été rassemblé souvent par quelques personnages clés. Il y a un site web, je pense que c'est patrimoinequebec.org ou Patrimoine québécois. Mais moi, la première chose qui m'est apparue dans ma recherche sur Internet quand j'ai écrit Croix de chemin, c'est ce site web-là. Sont toutes répertoriées. Il y a plusieurs photos. Quand il y a des mises à jour, comme là, la croix que je vous ai montrée tantôt, sont là aussi. Donc, c'est vraiment tenu à jour comme site web. Mais le nom exact... On va regarder ça pendant la pause. Oui, vous me mettrez. Oui, c'est ça, c'est parfait. Les gens peuvent googler aussi. C'est vrai. Non, mais je sais pas. On peut leur donner un coup de main quand même. Merci beaucoup, Isabelle Gagnon. Tu nous parlais des croix de chemin. On peut t'entendre régulièrement à On n'est pas du monde pour notre plus grand bonheur. À bientôt. À bientôt. C'est déjà tout pour cet épisode d'On n'est pas du monde, mais avant de se laisser aller, avant de vous laisser aller, je vais remercier tout le monde qui a contribué à cette émission. David Béricard, qui est cinéaste, qui nous présentait son film David contre Goliath. Merci d'avoir été là. Louis-Félix Valiquette, président du CA de la ferme Berthe Rousseau. Isabelle Gagnon, chroniqueuse à notre émission. James Langlois à la technique. Marc-Antoine Baudette aussi à la technique. Je remercie la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode d'On n'est pas du monde. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous aurez le visuel en plus. C'est pas beau ça. À bientôt.